Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci de vous être inscrits dans cet atelier sur le financement gouvernemental pour projets de pluralité, de diversité et d'inclusion. Mon approche cette année, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà suivi certaines de mes formations, c'est de mettre l'accent sur des pistes de subventions qui sont en lien direct ou à tout le moins indirect avec des projets qui s'inscrivent dans la thématique du deuxième pilier du plan stratégique communautaire vers 2030, celui de la pluralité. Je vais poursuivre 3 objectifs avec vous aujourd'hui. Avant d'en parler rapidement, je vais juste vous indiquer, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va surveiller le chat et tenter d'y répondre au fur et à mesure pour ne pas attendre à la fin et que peut-être le fil de l'idée se perde. Donc, moi, ça me fait plaisir de prendre une pause du contenu, adresser une question spécifique, répondre à peut-être des questions ou des commentaires et continuer par la suite. Donc, au niveau du déroulement de la journée d'aujourd'hui, on va faire un retour assez rapide sur quelques meilleures pratiques que j'ai extraites de la formation de l'an dernier. Juste des bonnes façons de s'y prendre pour réussir son financement gouvernemental. Je vais vous partager et vous donner des éléments de contexte sur 12 pistes de financement spécifiques qui peuvent vous aider à faire avancer vos projets de pluralité, d'antiracisme, d'inclusion. Et on va conclure avec un rappel des exigences du financement gouvernemental, là aussi quelques meilleures pratiques, quelques pistes à suivre pour bien réussir ce travail si important. Et je dis important parce que pour moi, mettre en place des ressources pour faire avancer des services et des activités qui bénéficient à la communauté, ça contribue directement au progrès du plan stratégique communautaire vers 2030 et ça continue à bâtir cette communauté vaste, diversifiée, stimulante qu'est l'Ontario français. Donc, évidemment, moi, je crois dans ce créneau-là. Je vous encourage, si c'est nouveau pour vous, à vous y embarquer avec nous. Alors, on va commencer par un premier sondage qui touche votre rôle, pardon. J'ai écrit motivation par erreur. Dites-nous quel rôle vous jouez dans le domaine du financement gouvernemental. Vous êtes soit une direction générale, un analyste gouvernemental, un agent de programme, un bénévole, un pigiste. Donc, donnez-nous une indication du rôle que vous jouez. On peut passer au sondage. On donne quelques instants, ça monte rapidement, on vient de frapper le 20-30% des gens qui participent. 45. Quelques secondes encore pour vous permettre de répondre. On a frappé la moitié des gens. Donc, la tendance que je vois dans les résultats du sondage, c'est qu'il y a quand même un bon nombre de directions générales et de gestionnaires ou agents de programme dans la salle. Donc, c'est des gens qui travaillent dans le quotidien, dans l'opérationnel du réseau. Également des bénévoles, très peu de pigistes et d'analystes gouvernementaux. Les analystes, en principe, participeraient à Franc Connexion demain matin. J'espère que vous y serez vous aussi. Au niveau des pigistes, c'est des gens qui travaillent à contrat pour vous appuyer dans le domaine du financement gouvernemental, comme moi. Il y en a plusieurs. Vous pouvez consulter le répertoire des consultants sur le site web de l'AFO si vous voulez en connaître davantage à ce sujet-là. Mais les rôles principaux qui sont joués en majorité, c'est gestionnaire, agent de programme, direction générale. Donc, ça va pour ça. Ça nous donne une bonne idée de qui est dans la salle. Ça me rassure parce que les contenus seront probablement utiles. On passe dans ce cas-là au deuxième sondage, qui est essentiellement au niveau de votre degré d'expérience, votre auto-évaluation dans des projets de pluralité, autant au niveau conception de projet, mise en œuvre de projet que financement de projet gouvernemental. Est-ce que votre degré d'expérience, vous amorcez les travaux, vous en avez déjà fait, vous en avez fait, vous les avez financés et vous vous sentez comme si vous maîtrisez
l'essentiel de la gestion de projet dans le domaine de la pluralité. Déjà une vingtaine de répondants, ça va bien. C'est le deuxième de 3 sondages, il y en a un autre à la toute fin. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va passer au contenu de la formation, évidemment. Donc, il y a quand même un bon nombre, 65% des gens qui sont à l'étape amorcée des projets de pluralité, antiracisme, inclusion, diversité. Évidemment, la thématique de la RAV cette année, il y a beaucoup des conférences qui ont permis aux gens de prendre connaissance de témoignages et d'histoires à succès dans ce domaine-là. Donc, il y a quand même 23% des gens qui en ont mis en place financé. N'hésitez pas à nous partager des meilleures pratiques. Donc, essentiellement, 60% de taux de réponse. 2/3 des gens sont à leur premier pas ou n'ont pas vraiment une longue expérience des projets de pluralité. Donc, allons-y, on passe à la prochaine diapo. Je partage avec vous quelques meilleures pratiques. Tous les projets et ceux qui ont participé à l'atelier de 13 heures sur la planification de projet peuvent en témoigner. Il faut vraiment bien planifier et définir et concevoir les projets, s'entendre sur qui sera desservi. Il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre dans un résumé de projet. Il faut qu'il soit pertinent, convaincant et bref, mais des descriptions, les résultats prévus, les partenaires, l'essentiel des activités qu'on veut accomplir pour atteindre les résultats, la durée du projet, les ressources au niveau des revenus, des dépenses, une personne contact. Donc, c'est essentiellement, typiquement, une page et demie de renseignements qui prend un certain temps, à plusieurs itérations de rédaction et de consultation pour se définir. C'est évidemment des documents qui évoluent, mais essentiellement, un résumé de projet, c'est une carte de visite, c'est un passe-partout, c'est une explication, à tout le moins un descriptif de 2-3 paragraphes qui résume l'essentiel de ce que vous voulez accomplir avec le projet. Dans un monde idéal, chaque organisme, à partir de son plan stratégique, d'énoncé de besoins, d'études, d'analyses, sont en mesure de concevoir plusieurs résumés de projet, donc entre 2 et 5, qui peuvent servir non seulement de carte de visite, mais d'atout lorsqu'on considère des programmes de financement. Ce qui m'amène à la deuxième meilleure pratique, la veille des opportunités. Ce point-ci va être relativement court. Je vous conseille de vous abonner à l'infolette de l'AFO, auquel je collabore avec Roger Kalukuta. À chaque 2 semaines, on vous offre trier sur le volet entre 5 et 12 pistes de financement qui s'en viennent dans le prochain mois et demi. Et c'est une façon de l'AFO d'offrir au groupe et aux organismes, aux réseaux qui cherchent du financement gouvernemental, au moins un survol de ce qui s'en vient comme possibilité, opportunité, occasion de financement. Donc, à partir de cette infolette-là, vous pouvez planifier la sélection des programmes. Évidemment, quand vous parcourez les renseignements du bailleur de fonds, la question clé, c'est la question première qu'il faut poser, c'est la question d'admissibilité. On passe tout de suite, avant même de lire les objectifs du programme, merci Roger d'avoir partagé dans le chat le lien pour s'inscrire à l'infolettre. Il faut toujours vérifier si on est un organisme, par exemple, si on est un groupe de bénévoles, si on est une école. Il faut vérifier si on est admissible dans le programme. Certains des programmes excluent, par exemple, les collèges et universités. D'autres excluent les organismes à but non lucratif qui n'ont pas un numéro de bienfaisance, donc qui ne sont pas une œuvre charitable reconnue par l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est très simple. On voit la section admissibilité et on essaie d'établir, selon nos lettres patentes, notre statut juridique d'organisme, si on est admissible ou non. Si on est un consortium ou un groupe de bénévoles, il y a des programmes qui permettent des demandes de financement, mais la majorité des programmes exigent des lettres patentes, un organisme à but non lucratif, des états financiers, soit internes ou vérifiés à l'externe. Donc, il faut s'assurer qu'on est admissible avant d'investir l'énergie que ça prend pour vraiment bien comprendre le programme du bailleur de fonds. Évidemment, il y a des centaines et des centaines de programmes de financement. Donc, cet outil de veille-là, l'infolette, vous permet de les trier.
lorsque vous considérez un programme, je suis dans une autre catégorie de meilleures pratiques, il faut vraiment tenter de comprendre l'opportunité dans sa nature. Premièrement, est-ce que c'est un appel de demande, comme par exemple les programmes d'emploi d'été ou la plupart des appels de demande de Emploi et Développement social Canada, le ministère fédéral, prennent la forme d'un appel de demande. C'est presque un appel d'offres où on explique ce qu'on veut accomplir et on indique quels groupes sont admissibles et on donne des lignes directrices, des éléments très clairs au niveau de nos objectifs et les éléments spécifiques que les demandeurs doivent fournir dans leur soumission pour tenter d'avoir du financement. Il y a d'autres types de concours qui sont beaucoup plus des publications d'opportunités de financement qui ressemblent moins à des appels d'offres où, par exemple, on peut obtenir un rendez-vous de discussion avec un représentant du ministère. J'utilise le mot négociable dans le sens où on peut avoir une conversation avec un agent du ministère. On peut présenter une idée de projet, puis déjà aller chercher une orientation à savoir si c'est pas recevable du tout ou s'il y a des possibilités. Donc, lorsque vous avez la chance d'explorer un programme où on peut interagir avec un représentant du gouvernement, je vous encourage à faire cette démarche-là comme meilleure pratique. Ne pas exclure les appels de demande, mais lorsque c'est un programme où on peut jaser avec quelqu'un ou assister à un webinaire et poser des questions, j'encourage les groupes de le faire pour qu'on puisse se donner une meilleure idée de nos chances de succès. Évidemment, il faut savoir qu'on a suffisamment de temps pour soumettre. Parfois, on apprend la connaissance d'un programme une semaine avant la tombée pour toutes sortes de raisons. C'est rarement suffisamment de temps. Normalement, un cycle de 3, idéalement 4 semaines, nous permet de bien monter un dossier, l'adapter en fonction du bailleur de fonds. Évidemment, pour sélectionner l'opportunité, il faut que les objectifs du programme cadrent avec un de nos projets. On doit vraiment sentir qu'il y a un lien très spécifique et très palpable entre ce qu'on veut faire dans la communauté auprès de notre clientèle et ce que le gouvernement veut atteindre comme objectif. Comme par exemple la saveur du jour, Nouveaux horizons. On favorise l'autonomie des aînés. Il y a 5 objectifs de programme, il y a 4 priorités nationales. On passe en revue ces éléments-là, on regarde le projet qu'on veut proposer, puis on essaie de déterminer si on rencontre plusieurs objectifs. C'est encore mieux. Évidemment, des discussions si possible avec les bailleurs de fonds. Donc, c'est des éléments d'analyse qu'on peut appliquer lorsqu'on considère des programmes de financement. Et vous allez appliquer ces éléments-là aux 12 pistes que je vais vous présenter tantôt. Donc, c'est vraiment une question d'établir le degré de lien avec votre projet et les objectifs du programme. La meilleure pratique, c'est de sélectionner des programmes, passer son tour si on sent qu'on n'est pas prêt ou le lien n'est pas assez fort ou on a un sentiment que même si on travaille d'arrache-pied pour une semaine et qu'on monte un dossier, que nos chances de succès sont faibles. Par exemple, certains appels de demande ciblent des organismes nationaux et permettent des projets provinciaux. Si on est un organisme régional qui a un bon projet, c'est possible qu'on juge qu'on n'ait pas ou peu de chances de passer. Donc, il faut vraiment sélectionner les programmes, se donner un objectif d'en faire une par mois peut-être, 12 par année, peut-être 6 par année. Des organismes très, très proactifs se rendent des fois à 20, 25 demandes de subventions par année, qui est comme une par 2 semaines. C'est quand même très exigeant comme rythme. Moi, je recommande au groupe de sélectionner les programmes qui cadrent avec vos projets et non pas le contraire. Le contraire, c'est de décider qu'on a besoin d'argent, aller dans un formulaire, commencer à concevoir un projet dans le but d'essayer de le faire cadrer avec les objectifs du programme et inventer un projet pour notre communauté dans l'espoir d'avoir des sous. Je peux vous dire, pour avoir siégé sur des jurys, on peut les détecter, ces projets-là, et pour en avoir rédigé par le passé des projets un peu flous comme ça, ils ne sont pas assez précis et ils ne rapportent que rarement des succès. Donc, vaut mieux choisir des programmes qui correspondent aux objectifs qu'on veut poursuivre.
allons-y dans ce cas-là, à moins qu'il y ait des questions. Si oui, allez-y dans le chat sur la question des meilleures pratiques, pendant qu'on considère la piste 1. Quelques instants encore, sinon je me lance. Juliane, si tu peux, s'il te plaît, mettre dans le chat le lien pour la piste numéro 1. Il s'agit du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme du ministère du Patrimoine canadien. C'est un programme qui a plusieurs volets. Celui-ci, c'est le volet événements. Je vais partager les liens à la fin de la session et ils vont être partagés à mesure au Oui, je cours. viens de partager. Excellent. Juris demande si on peut avoir les conseillers. Non, malheureusement, les sites web ne contiennent pas le nom d'employés des gouvernements. Il faut écrire et demander un rendez-vous ou un échange courriel et tenter d'obtenir le nom d'une personne qui serait disponible pour répondre à nos questions. Mais Donc, demain, on aura notre session de réseautage Franc Connexion. oui, Alors, on pourra se mettre en contact, par exemple, avec Patrimoine canadien. Donc, peut-être trouver un nom. excellent. Donc, ce volet de programme-ci est intéressant dans le sens où il reçoit des demandes en continu. Il y a plusieurs groupes, incluant des groupes émergents en Ontario français, qui ont déjà accédé à ce programme au fil des années, au fil des 5-10 dernières années. Le programme investit vraiment dans des rassemblements, des forums, des rencontres. Et le contenu, évidemment, de ces événements-là doit être en lien direct avec la pluralité, l'inclusion, la diversité, la lutte au racisme. Donc, c'est une première piste. Les pistes ne sont pas en ordre de priorité. Ils sont vraiment présentés comme un bouquet de 12 possibilités. Celui-là, si votre organisme, entre autres, veut faire une activité locale ou régionale et intégrer des participants qui travailleraient activement la question de la diversité ou de l'inclusion ou de la lutte contre le racisme, c'est vraiment un programme à considérer, à mon avis. Je vais juste vérifier le temps. Je continue avec un deuxième programme. Celui-ci est du gouvernement de l'Ontario. Il y a eu des dates de tombée en novembre 21 et janvier 22. Le programme a eu tellement de demandes l'an dernier. Il offrait des subventions soit de 40 000 ou de 100 000 dollars. Il y a eu tellement de requérants que le gouvernement a décidé de rajouter une deuxième date de tombée et a doublé le budget, l'enveloppe disponible. Malgré cela, je connais beaucoup d'organismes franco-ontariens qui n'ont pas réussi à obtenir du financement. C'est le programme de subvention contre le racisme et la haine du gouvernement de l'Ontario. Le lien est dans le chat. Je vous encourage à surveiller ce dossier-là. Je présume que le gouvernement de l'Ontario va relancer le concours dans les 2 prochains mois. Si tout va bien, il y aura encore plus de ressources, mais j'ai détecté là un excellent programme qui permet aux organismes de faire des actions très directes dans leur communauté, des dépenses admissibles raisonnables, une gamme de possibilités de projets plus large. Donc, à mon sens, un excellent programme à considérer. Au niveau de la troisième piste, je vous parlais de liens indirects. Dans mon bouquet de 12, j'ai des programmes ciblant spécifiquement la pluralité. Celui-ci cible de façon plus large. C'est un programme de stage qui s'appelle Dépasse-toi. Je crois que les demandes vont pouvoir être soumises plus tard cet automne. C'est un programme géré par la Fédération de la jeunesse canadienne française, donc un des organismes nationaux de la francophonie canadienne. Ce sont des sources qui viennent de Patrimoine canadien dans la stratégie emploi-jeunesse et le programme Jeunesse Canada au travail. Surveiller ce programme parce qu'il est, à mon avis, le meilleur programme de stage pour la francophonie parce qu'il permet de faire demande pour un poste à temps plein à 20 $ l'heure pour une personne pour une durée d'1 an. Donc,
environ 40 000 pour embaucher quelqu'un qui va travailler, un récent diplômé qui va travailler à vos côtés dans l'organisme, à recevoir de l'appui, de l'encadrement, de la supervision de votre part, mais en plus, la FJCF offre des services de mentorat, de formation, d'encadrement des stagiaires. Le programme, évidemment, vise à aider les gens à percer le marché du travail. Donc, si vous avez un projet pour lequel vous avez besoin de beaucoup d'efforts en ressources humaines, les stages des passe-temps, d'après moi, sont à considérer, entre autres comme une source partielle pour un projet plus large, par exemple. Donc, à surveiller aussi cet automne. Ce que j'entends, c'est que l'organisme est en train de négocier l'enveloppe 2023-24 avec le ministère. Donc, dans ces contextes-là, c'est possible que dans les 2-3 prochains mois, on annonce un programme et qu'on puisse faire demande en vue d'embaucher quelqu'un au mois d'avril. La prochaine piste, c'est la Fondation canadienne des relations raciales. Il offre un programme de commandite d'événements. On peut faire des demandes en continu jusqu'au mois de décembre de cette année. Donc, ça peut être pour un plus petit projet. Il y a eu un concours de subvention en janvier dernier, mais il reste encore un programme de commandite qui est disponible. Et si vous avez un projet qui est déjà ficelé, pour lequel il vous manque des ressources, vous pouvez leur faire une proposition. J'ai parcouru les exigences et le formulaire et c'est relativement simple à remplir comparativement à une pleine demande, par exemple, à Patrimoine canadien. Donc, c'est une autre piste qui cible spécifiquement la lutte contre le racisme, donc qui permet non seulement à des organismes de la diversité, mais également des organismes qui desservent l'ensemble de la francophonie dans une région ou dans une province comme l'Ontario, à faire une proposition et obtenir un investissement. Donc, celui-là aussi, c'est une piste qui est un petit peu hors de l'ordinaire, pas nécessairement des pistes récurrentes, mais qui, à mon sens, vaut la peine d'explorer. Le prochain dossier, c'est le programme d'action et de lutte contre le racisme de Patrimoine canadien. Donc, on va mettre le lien dans le chat. Voilà, merci encore, Juliane. L'an dernier, le concours avait des tombées du mois de décembre, donc je m'attends à ce qu'il soit disponible prochainement. C'est vraiment un programme qui finance des projets d'1 an. On a vu passer des projets de l'Ontario français dans le 50 à 100 000 $. Donc, ça vaut la peine de considérer, à mon sens. C'est vraiment pour des initiatives très spécifiques, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de promotion où on pose des gestes pour sensibiliser la communauté au niveau de la question du racisme. Donc, tantôt, je vous parlais d'un programme d'événements à Patrimoine canadien dans le secteur multiculturalisme. Ce programme-ci est différent et il y en a un troisième aussi qu'on pourra considérer tantôt. Je vous encourage, lorsque vous choisissez les programmes de financement, d'écrire aux bailleurs de fonds, de demander carrément la question comment est-ce que votre programme se distingue de l'autre et, si possible, demander un suivi téléphonique ou une courte vidéo avec un agent pour vous assurer que vous choisissez le bon programme. Et celui-là, évidemment, à mon sens, vaut la peine de considérer également. On passe à la piste 6, qui est la troisième dans cette grappe de programmes du ministère fédéral du patrimoine canadien. Là aussi, l'an dernier, des demandes en décembre. C'est possible que ça soit seulement janvier. Cette année, c'est ce que j'entends. Encore là, l'autre volet, c'était événements pour des événements spécifiques. Le programme précédent, c'était des projets lutte contre le racisme spécifiques. Celui-ci a un focus un peu plus large, donc c'est vraiment soutien aux communautés multiculturalistes, donc des programmes d'immersion. Je sais que la Maison de la francophonie d'Ottawa, par exemple, a reçu une contribution de ce programme-là pour que le conseil d'administration reconçoive l'ensemble de son approche afin de s'assurer d'une inclusion maximale. Donc, c'est un exemple d'histoire à succès dans la communauté.
encore là, avec le ministère du Patrimoine canadien, on tente de parler à un agent, de bien comprendre les objectifs, de proposer des idées de projet. Et ensuite, lorsque le concours est disponible, on obtient les formulaires, on fait l'analyse, on prépare nos dossiers. Donc, ça, c'était la piste 6. Je passe à la piste 7, qui est le programme d'emploi d'été Canada. Vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que ça fait, un programme d'emploi d'été où on embauche essentiellement des étudiants pendant 8 à 16 semaines l'été? La tombée est en janvier, c'est Emploi et Développement social Canada. Je vais vous donner quelques arguments pour lesquels je crois que vous devriez le considérer pour des projets dans le domaine de la pluralité. Premièrement, je siège parfois sur des panels d'embauche. Au fil des années, la qualité d'employés qui provient aux organismes de la part d'étudiants et étudiantes du postsecondaire présentement est, à mon sens, à peu près le double de la compétence qu'on observait chez les étudiants en 14-15, alors que j'embauchais des étudiants pour le projet du 400e de la FO, alors que j'étais à leur emploi. On peut considérer un projet où on a besoin de ressources humaines, où il y a des tâches qu'on veut accomplir, où on veut développer soit une base de données, des éléments de recherche sur la diversité, sur l'inclusion. On peut préparer une série de tâches et faire une demande à ce programme pour tenter d'embaucher 2 ou 3 personnes, créer une équipe de travail qu'on encadrerait pendant les mois d'été et qui accomplirait des tâches très spécifiques. L'autre élément, c'est que c'est un des rares programmes où les députés fédéraux ont un mot à dire dans l'attribution des subventions. Donc, il y a des priorités nationales, des priorités locales par circonscription. Donc, quand vous analysez le programme qui va être sûrement disponible à la mi-décembre, au plus tard au début janvier pour des demandes à la fin janvier, allez tout de suite à la section des priorités de votre circonscription. S'il y a un élément relié à la pluralité, c'est une raison plus de considérer ce programme. Mais il ne faut pas négliger l'impact que peuvent avoir 2 ou 3 personnes. Je ne vous propose pas de demander seulement un poste parce que c'est quelques milliers de dollars. Mais si vous créez une équipe de 3 avec le même rôle ou 3 rôles complémentaires et vous faites une demande et vous réussissez à embaucher une équipe, vos projets vont progresser au courant de l'été 2023. La 8e piste, c'est un programme beaucoup plus large, très différent. Les dates de tombée, normalement, sont en février. C'est le programme Forum Jeunesse Canada. Il cible spécifiquement les jeunes et l'interaction entre les jeunes. Il y a eu des aspects virtuels à ce programme-ci à cause de la pandémie. J'ose croire qu'ils vont perdurer. C'est un programme traditionnellement qui finançait des forums, des événements rassemblant des jeunes de différentes régions d'une province ou différentes régions du pays. Je vous cacherai pas que c'est un programme très exigeant. Il faut vraiment bâtir un dossier très complet. Donc, c'est peut-être pour les organismes qui ont déjà des succès de projets d'événements dans le domaine de la pluralité, mais c'est un programme qui investit à coût de 100-200 000 $, donc les sommes sont au-dessus de la moyenne. Et puis, ce programme-là cible vraiment l'atteinte d'expériences, d'échanges entre les jeunes. Il y a des composantes pluralité, diversité, inclusion. Donc, c'est à considérer, peut-être pas pour un organisme qui amorce des choses dans le domaine de la pluralité, mais un excellent programme, à mon avis, qui mérite votre attention lorsqu'il sera sûrement diffusé en janvier. La piste numéro 9, c'est le PAFO, le ministère des Affaires francophones de l'Ontario. C'est un programme qui a marqué des points avec beaucoup d'organismes au fil des dernières années. On a mis le lien vers les lignes directrices de l'an dernier parce que, comme vous le savez, les programmes du gouvernement de l'Ontario sont non disponibles lorsqu'ils ne sont pas en statut de publication publique. Le lien, c'est un téléchargement de lignes directrices qui vont vous permettre de bien comprendre les exigences du programme. Le PAFO soutient des projets économiques, donc à considérer pour la pluralité, mais également des projets d'appui et de célébration
À mon sens, des projets de pluralité et de diversité pourraient cadrer dans ce volet-là d'appui aux célébrations, surtout des projets de mise en valeur. Et on finance 80% des dépenses. Donc, c'est un programme à considérer, entre autres parce qu'il y a 1 an ou 2, je ne me souviens pas, mais ils ont doublé l'enveloppe de contribution d'1 million à 2 millions. Et le comportement très admirable que j'observe chez ce bailleur de fonds-là, c'est qu'on a tendance à, si l'organisme demande le plein 50 000 et a monté un excellent dossier, on ne lui donne pas 22 en lui exigeant les mêmes résultats. J'ai vu beaucoup dans la liste des projets approuvés, des projets à plein montant. Donc, obtenir 50 000 pour un projet, c'est quand même pas peu dire. Donc, je salue ce ministère qui soutient des projets de la francophonie ontarienne avec une enveloppe augmentée et une approche qui permet au groupe d'aller chercher suffisamment de ressources pour avoir un impact. Évidemment, comme tous les autres projets, il faut faire une gestion serrée, une reddition de compte des rapports financiers, des réclamations, des rapports de résultats. C'est le cas de tous les dossiers. Celui-ci ne fait pas exception, sûrement, mais à considérer pour un projet qui commencerait en septembre 2023 pour se compléter en mars 2024. Il y a plusieurs programmes à la Fondation Trillium. Ils sont la Fondation Trillium pour la piste numéro 10. Je vous en ai sélectionné un, entre autres parce que la Fondation est encore dans sa vague anti-COVID, relance COVID. Il y a une tombée, comme vous le savez, en décembre pour le Fonds de la résilience. Pour ceux qui connaissent moins la Fondation, il y a quelques années, il y avait des subventions pour des démarrages de projets, des projets en croissance. Il y a à chaque année des subventions pour des projets d'immobilisation qui financent des équipements et des rénovations. Je m'attends à ce que dans la prochaine année, la Fondation retourne à ses anciennes approches. C'est possible qu'il nous réserve de l'innovation aussi. Mais il y a un créneau dans cette fondation-là qui, à mon avis, est sous-exploré par la communauté franco-ontarienne, c'est le Fonds Perspective Jeunesse. Il y a plusieurs volets. Les tombées sont normalement en septembre. Les renseignements généraux sont disponibles sur le site en ce moment. Vous pouvez demander des appels d'encadrement avec des agents de programme de la Fondation pour mieux comprendre les différents volets. Celui que je vous propose, subvention expérimentale d'innovation pour les jeunes, pour moi, elle a une force du côté pluralité parce que ça soutient des projets qui sont vraiment initiés et livrés par et pour les jeunes avec l'appui d'un organisme. Donc, si vous avez dans votre réseau, dans votre clientèle, dans votre CA, auprès des gens que vous desservez, des jeunes qui veulent poser des gestes pour améliorer l'inclusion, il y a là une piste à explorer, à discuter avec le ministère, la Fondation, qui n'est pas un ministère, qui est une agence du gouvernement de l'Ontario qui redistribue des fonds associés aux loteries en Ontario. Évidemment, la Fondation Trillium a ses exigences. Il faut cadrer avec le programme, il faut monter un excellent dossier. Mais là aussi, c'est un bailleur de fonds qui a une excellente pratique. Lorsqu'ils acceptent un projet, c'est toujours au plein montant. Donc, si on a demandé 42 500 et on est approuvé, on a le 42 500 $. Ils n'exigent pas d'autres contributions ou d'autres confirmations d'autres bailleurs de fonds. Ils nous demandent de concevoir un projet qu'ils vont choisir ou non d'appuyer. Et lorsqu'ils s'embarquent, ils vous soutiennent au plein montant. Donc, il y a également toute une batterie de webinaires sur l'admissibilité, chaque programme. Donc, je vous encourage à toujours considérer la Fondation Trillium lorsque vous voyez des programmes, mais au niveau de la pluralité, d'explorer le Fonds Perspective Jeunesse spécifiquement et dans ces 3 ou 4 volets, celui de la subvention expérimentale d'innovation. Désolé. Et il y a une 11e piste. C'est le programme de collaboration avec le secteur communautaire de patrimoine canadien. Ici, on est normalement en terrain connu. Les gens appellent ça patrimoine projet pour l'Ontario. Les tombées étaient en février. L'an dernier, c'était en décembre. Cette année, c'était le 1er octobre 2022. C'est un fonds qui provient du programme de langues officielles.
à ne pas confondre avec le fonds de financement de programme qui donne des subventions récurrentes à des organismes pour des frais de fonctionnement. Ici, on parle d'un fonds de projet qui soutient des projets qui sont en lien avec la vitalité de la communauté. Donc, chaque année, il y a des priorités. Je vous conseille de toujours considérer ce programme, entre autres parce que on peut toujours discuter avec un agent du ministère, aller chercher une rétroaction sur l'idée de projet, sur un résumé du projet. J'ai même vu parfois des fonctionnaires donner une rétroaction initiale à une ébauche de demande. Donc, c'est un ministère qui soutient la communauté franco-ontarienne depuis plus de 50 ans, début des années 70, si je me rappelle bien. Il y a une équipe d'agents en Ontario qui sont excellents, qui comprennent les besoins de la communauté. Donc, c'est vraiment un programme à considérer. Même si c'est indirect, ils n'ont pas d'objectif spécifiquement lié à la pluralité. Les agents de programme comprennent la dynamique démographique, les changements, la valeur ajoutée des nouveaux arrivants et des immigrants en Ontario français. Donc, c'est vraiment un concours à considérer. Normalement, les lettres d'information sortent au début juillet. Donc, là aussi, à mettre dans vos feuilles de travail pour la prochaine année, à mon avis. La 12e piste, ce n'est pas un programme de subvention, c'est plus une source de renseignement. Je suis abonné à leur infolette, je vous encourage à le faire. Mais cette piste 12, c'est plus un site web du gouvernement canadien qui contient des renseignements généraux au niveau de la lutte contre le racisme. Donc, selon moi, cette 12e piste, elle est plutôt une référence. Je vous encourage à vous abonner à leur infolette parce qu'il y a toujours des renseignements pertinents. Moi, évidemment, comme vous le savez, beaucoup de gens s'abonnent à beaucoup d'infolettres. Je ne suis pas différent. Il y en a que je lis en 5 secondes. Celle-là, je prends toujours le temps de la lire parce qu'elle est excellente. Donc, je la recommande. C'est aussi une façon de rester à l'affût de nouvelles données. Par exemple, leur infolette de ce matin parlait de nouvelles publications statistiques à Statistique Canada. Je ne les ai pas encore parcourues, mais je les ai pris en note pour tenter de mieux comprendre la situation. Et évidemment, lorsqu'on conçoit des projets, des données comme ça, qui sont factuelles, statistiques, peuvent nous aider à renforcer notre approche. Donc, ceci conclut mon petit tour d'horizon au niveau des 12 pistes. Je vais passer maintenant à la troisième composante de la formation. Je vais juste vous faire un rappel des exigences. Évidemment, lorsqu'on sélectionne un programme, c'est parce qu'on a fait une analyse du guide de demandeur, des lignes directrices. Typiquement, c'est de 15 à 50 pages. Ce document, on parle d'admissibilité, d'objectifs de projet, de dépenses admissibles, de critères de sélection. Souvent, on va partager la grille d'évaluation que les bailleurs de fonds utilisent pour octroyer les fonds. Donc, il faut vraiment bien comprendre les exigences du bailleur de fonds à ce niveau-là pour bien sélectionner le programme. Je conseille aussitôt que vous sélectionnez le programme, de télécharger le formulaire, le parcourir, voir si c'est un portail, voir si on a accès à toutes les questions. Il y a des fois des ministères qui publient des programmes et c'est l'équivalent d'un Google Forms pour le formulaire. Donc, on doit rentrer dans un système et commencer à répondre alors qu'on n'a même pas fini notre analyse ou cadré notre projet. Donc, on jette un coup d'œil dès le départ au formulaire. On tente de voir l'ampleur du travail. Est-ce qu'il y a des limites de caractères, genre 50 mots, 500 caractères pour une description, des choses comme ça. Et on télécharge les formulaires de budget s'il y en a. On fait le tour de la liste des exigences au niveau des pièces jointes. Il y a certains programmes qui exigent 15 pièces jointes, d'autres, c'est uniquement les lettres patentes. Donc, on essaie de comprendre les exigences du ministère de ce côté-là avant d'y aller avec des blocs de travail. Pour préparer des demandes de financement, il faut trouver façon de travailler de façon ininterrompue. J'en conviens, vous êtes des directions générales des gestionnaires de programmes.
Les bénévoles ont peut-être plus de chance, mais les employés dans le réseau, 2 heures ininterrompues dans le bureau avec l'opérationnel, c'est parfois difficile. Ma recommandation, c'est de tailler ces blocs de temps-là pour vraiment vous plonger dans les critères, vous plonger dans la rédaction. Normalement, pour venir à bout d'un dossier, je recommande 3 à 5 sessions d'1 à 2 heures dans le formulaire, au niveau des pièces, tout ça. Le faire relire par un collègue interne au moins 3 jours avant. Une autre meilleure pratique, c'est de soumettre le jour avant. Parfois, les portails sont surchargés le jour de la date de tombée, entre autres le gouvernement de l'Ontario. Donc, toujours une meilleure pratique de considérer cela. Je conclus en demandant à Juliane de mettre la 13e piste, la piste Bonnie, dans le chat. Je vais vous parler d'un service qui a été très salutaire pour moi. Lorsque la COVID a commencé, évidemment, tout le monde, on avait un petit peu plus de temps que prévu. J'ai commencé à appuyer les groupes pour comprendre les subventions salariales liées à la COVID. J'ai créé le service Demande à Luc. Je vous encourage tous et toutes, vous êtes 68 dans la salle, à m'écrire. Vous voyez mon courriel là. Quand vous avez des questions liées au financement gouvernemental qui sont pointues, qui sont urgentes, vous ne savez pas nécessairement par où commencer pour trouver une réponse, écrivez-moi. C'est un service gratuit par courriel. Normalement, en 1 ou 2 journées, je peux vous donner des conseils, quelques suggestions précises. C'est possible, voire même probable que je me suis déjà posé la même question que vous parce que j'y travaille à temps plein. Parfois, je peux vous référer à quelqu'un ou à une autre piste, mais je reçois à ce jour, depuis 2020, 3 à 5 courriels par semaine. Ça me fait plaisir d'y répondre parce que c'est une autre façon que je peux contribuer à la communauté auquel je crois. Et aussi, je veux vraiment vous dire si c'est une question pour laquelle je ne connais pas la réponse. C'est un défi pour moi. Je vais faire un peu de recherche, je vais tenter de me renseigner et je vais vous donner des pistes très concises, évidemment, mais qui vont vous permettre de poursuivre votre travail. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Le lien qu'on vient de mettre, c'est vers un dossier Google Drive qui contient des gabarits, entente de partenariat, résumé de projet, lettre d'appui, les diapos d'aujourd'hui, de quelques autres formations, la liste des 13 pistes qui sont dans le chat. Donc, vous n'avez pas besoin de tout copier-coller ça, accéder au dossier Google Drive, demandez-moi l'autorisation, je vous réponds et vous allez pouvoir consulter les ressources que je mets gratuitement à la disponibilité de la communauté pour lequel j'aime bien travailler. Donc, un gros merci à notre partenaire, le RGA, qui est commanditaire de la rencontre annuelle virtuelle 2022 et spécifiquement de cet atelier. Je vais répondre à la question.